L'humanité célèbre chaque 8 septembre la journée de l'alphabétisation, l'enseignement et l'apprentissage de l'alphabétisation en période de crise due au coronavirus et au-delà. C'est le thème retenu cette année. On fait le point dans un instant. Également dans le sommaire, lancement jury national 2019-2020 pour les élèves des instituts techniques médicaux et instituts d'enseignement médical. Le go a été donné par le ministre de la Santé publique, le docteur Eteni Longondo. Voilà tout pour le titre. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la radio-télévision nationale congolaise pour vous informer. À la une de l'actualité ce soir, l'entretien du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec les représentants des entreprises minières, le ministre de Mines ainsi que le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, le contenu de leurs échanges à travers ce reportage. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce mardi 8 septembre 2020, dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine, les représentants des entreprises minières exploitant en République démocratique du Congo, le ministre des Mines, ainsi que le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Au menu, certaines questions qui fâchent les miniers, ainsi que la problématique de la taxe sur la valeur ajoutée. Situation qui semble déjà être résolue, confie ici le ministre des Mines, le professeur Willy Kitobo. Il était question d'échanger avec les miniers sur des questions qui semblent être comme des questions qui fâchent un peu les miniers ces derniers temps. Il y a la première question, c'est la question de la TVA. Qui devait être, enfin on a discuté si ça devait être perçu tel que ça se perçoit actuellement avec des remboursements qui doivent se faire après ou bien il faut trouver un autre mécanisme. Il y a la question de la TVA qui était déjà collectée des années antérieures et voir dans quel sens on peut voir des mécanismes de remboursement. Ça se passait par des compensations dans le temps. Bon, le problème des compensations, normalement, tel que ça se passait, il y avait un peu quelques irrégularités. On a dû instruire les régies financières de ne plus le compenser. Et donc tout ça, ça a dérangé un peu les miniers qui ont voulu que les autorités les rassurent un peu sur la façon dont on va gérer tous ces dossiers-là. Quant aux représentants des entreprises minières du Congo, ils se disent satisfaits d'avoir obtenu du chef de l'État une oreille attentive à leurs desiderata. Nos revendications ont certainement eu une oreille très attentive auprès du chef de l'État. Et nous pensons que nous avons suffisamment évolué. Nous saluons son ouverture et sa disponibilité pour prendre le temps d'écouter quelles difficultés nous avons. Comme vous le savez, l'industrie minière, c'est une industrie sur laquelle se fonde énormément l'économie de notre pays. Et donc nous avons pu avoir l'occasion de porter nos revendications, nos difficultés, nos préoccupations. Et je crois que des solutions sont en voie d'être trouvées. À en croire le ministre des Mines, les travaux en commission pour sauver le secteur minier ont largement avancé et n'attendent que l'approbation du Conseil des ministres. Nous vous l'avions annoncé dans le sommaire de ce journal, enseignement et apprentissage de l'alphabétisation en période de crise due au Covid-19 et au-delà. C'est le thème choisi cette année pour la célébration de cette journée internationale. La cérémonie a eu lieu à l'hôtel Béatrice. Nous sommes dans la commune de la Gombe. D'autres détails avec Marthe Mangaza. Les festivités marquant la célébration de cette journée ont mis un accent sur les rôles des éducateurs et l'évolution des pédagogies qui matérialisent l'accomplissement de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, incarné dans le programme du gouvernement de la République pour l'éradication de l'analphabétisme qui est un devoir national. Pour les représentants de l'UNESCO, il sera bientôt lancé une discussion mondiale collective pour inventer l'enseignement et l'apprentissage de l'alphabétisation pour les jeunes et les adultes à l'ère post-Covid-19, avant de souligner que toute personne a droit d'accès à une formation pour acquérir des connaissances et que l'éducation devienne le levier pour un développement durable. Pour la ministre des Affaires sociales, Madame Rose Boyata, cette journée est une occasion pour réfléchir et faire le bilan de l'alphabétisation qui est une priorité de priorité pour le chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour renforcer le système éducatif dans notre pays. Cependant, plusieurs défis restent à relever. Ainsi donc, au premier éducateur de la RDC, Rose Boyata a fait cadeau d'un portrait très significatif qui symbolise les combats d'une bonne éducation des enfants à venir et cadre de demain.
Le ministre près le président de la République, représentant personnel du chef de l'État. Cette cérémonie, Dr André Kabandakana, cette journée célébrée à travers le monde, doit rappeler au public l'importance de l'alphabétisation en tant que facteur de dignité et des droits humains pour une société plus instruite et durable. C'est dans ces cadres que, de son investiture à la magistrature suprême, le président de la République a décrété la mesure de la gratuité de l'enseignement de base sur toute l'étendue du territoire national. Elle a célébré ses 20 ans de carrière à Fatima. Plusieurs personnalités ont répondu présents à l'invitation de Mami Ilela Ifaya, la première dame de la République. Denise Nyakeru Tshisekedi est intervenue pour mettre en exergue un des piliers de son action, l'éducation, nous dit Edith Chala. Qui sanctionne la fin d'études d'enseignement des sciences de santé au niveau secondaire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo vient d'être lancé par le ministre de la Santé publique, Eteni Longondo, à l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de santé INPES. C'était en présence de la représentante présidente adjointe principale de la coopération japonaise JICA, Madame Satoko Shibata, le directeur de la 6e direction, Josué Désiré Bapitani et d'autres personnalités. S'adressant aux apprenants finalistes, le ministre de la Santé publique, Eteni Longondo, les encourage et les exhorte à bien réfléchir avant de répondre pour réussir à ces jurys nationaux, car le pays compte beaucoup sur eux en vue de gagner le pari de développement dans le secteur de la santé. Ces épreuves sont déterminantes pour vous. J'espère que vous avez bien étudié et que vous serez à la hauteur. Nous avons besoin de vous. Vous savez, le secteur de santé, pour moi, c'est parmi le secteur le plus important pour le développement de notre pays. Je vous souhaite donc bonne chance. Le directeur de la 6e direction en charge de l'enseignement des sciences de santé, Josué Désiré Bapitani, a pour sa part remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir sauvé de justesse cette année scolaire 2019-2020. Ces 8000 élèves, dont 4019 filles de différentes filières, notamment la science infirmière et le laboratoire, sont répartis en 210 poules à travers le pays. Vous venez de suivre là le lancement du jury national 2019-2020 pour les élèves des instituts techniques médicaux et instituts d'enseignement médical. Elle a célébré ses 20 ans de carrière à Fatima. Plusieurs personnalités ont répondu présents à l'invitation de Mami Ilela Ifaya, la première dame de la République. Denise Nyakeru Tshisekedi est intervenue pour mettre en exergue un des piliers de son action, l'éducation. Edith Chala. Le mouvement Plus Forte est une dynamique multisectorielle et multidimensionnelle. Toutes celles qui ont réussi ou sont sur la bonne voie ont relevé des défis, elles ont bravé des obstacles. La première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, est juste fascinée par ses efforts qui, du reste, peuvent être contagieux si l'éducation suit. Mami Ilela Ifaya a 20 ans de carrière de journaliste. C'est une femme forte. Elle était volontaire et a consenti des sacrifices. Son parcours est élogieux. Mais en plus de sa détermination, Mami Ilela a été aidée par ses aînés qui l'ont soutenue et ont cru en elle. La Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, en choisissant parmi ses axes d'intervention, l'éducation, peut justement aider d'autres femmes fortes à émerger. C'est le message que la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, veut passer par sa présence ici. Dans ma vision dénommée Plus Forte, je me suis fixé comme objectif noble à atteindre la valorisation de la femme congolaise. Cela passe notamment par plusieurs choses, mais je me focaliserai sur 2 concepts importants qui forment également les axes d'intervention de ma fondation. 1, l'éducation, et 2, l'autonomisation des femmes. Que des personnalités présentes pour saluer cette carrière. Il y avait aussi des étudiants et étudiantes qui caressent des rêves et brûlent d'ambition. Parce que tout ce qui a été fait autour de Mami Ilela, c'était par rapport aux études. N'eût été le passage à l'IFASIC, peut-être qu'il n'y aurait pas ce que nous avons vécu en ce jour. L'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC est l'alma mater de Mami Ilela et c'est à quelques pas de Fatima où a lieu cette manifestation. Denise Nyakeru Tshisekedi s'est résolue d'y faire un tour. C'est par une marche à pied qu'elle a atteint cet institut qui met sur les marchés chaque année beaucoup de potentielles femmes fortes. Sous la conduite du directeur général de l'IFASIC, l'hôte de marque a étanché sa soif. L'histoire retiendra qu'une femme forte est passée par ici.
Autre actualité, le marché central à la Fikine et à la Fikine. Au marché central, c'est l'un des 10 projets de modernisation de la ville de Kinshasa. Les sénateurs de la ville de Kinshasa l'ont dit au cours d'une conférence de presse animée par le vice-président du caucus des députés de Kinshasa. Les détails dans ce reportage de Dada Chabani. Les sénateurs de la ville-province Kinshasa sont décidés de moderniser la capitale de la République démocratique du Congo, leur fief électoral, et restaurer son label Kinlabel. Ils ont initié une série d'initiatives de la réforme de la ville à travers le projet Masterplan Kin 36. Au cours d'une conférence de presse animée par Adonis Ngambani, vice-président du caucus des députés de Kinshasa, les autres sénateurs ont explicité tour à tour les biens fondés de ces projets. Au terme de nos vacances parlementaires, nous proposons 10 projets pour la ville de Kinshasa. D'un de nos 10 projets qui a trait au transfert croisé, le marché central de la ville de Kinshasa pour la Fikine et la Fikine délocalisée pour le lieu actuel du marché central. Le marché central à la Fikine, au cœur de la ville, permettra d'organiser le polycentrisme de la mobilité urbaine, donc l'atténuation du trafic routier unidirectionnel avec des incessants embouteillages de la cité vers la Gombe en début de journée et de la Gombe vers la cité en fin de journée. Nous avons pensé qu'il serait souhaitable qu'il y ait un plan de développement pour chaque commune, un plan pour des marchés modernes pour chaque commune, rendre chaque commune indépendante. Il propose que ces marchés deviennent les centres de négoce des 3 provinces, à savoir Kinshasa, le Grand Bandundu et le Congo central. Ce projet est motivé du fait que la population de Kinshasa est passée de 2 millions à la création du marché central à 26 millions d'habitants actuellement. Il vient de clôturer l'itinérance territoriale qui l'a conduit à Ouattay Sirobouta Kisangani. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, s'est rendu compte des problèmes auxquels sont confrontées des provinces démembrées de l'ancienne province orientale. Médard Mbouyal, commentaire. Une itinérance territoriale consacrée aux questions sociales, humanitaires et sécuritaires a amené le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur dans l'ancienne province orientale démembrée. Partout où il est passé, Gilbert Kankonde a animé des forums pour la promotion de la paix au bénéfice des communautés locales. Dans les capitales provinciales, des interlocuteurs du patron de l'Intérieur ont exposé des problèmes récurrents ayant le même contenu. Le face-à-face entre Gilbert Kankonde et autorités provinciales, députés nationaux, députés provinciaux, sénateurs et autorités traditionnelles s'est révélé finalement très enrichissant. Et pour me permettre de bien assurer la coordination du fonctionnement de nos entités, j'avais déjà envoyé une circulaire à toutes nos entités provinciales pour donner des explications précises à ces niveaux-là et leur demander de m'envoyer leurs états des lieux, c'est-à-dire les entités qui sont gérées où les animateurs sont en place, nommés par des actes réglementaires. Mission accomplie pour le responsable national de la territoriale. Confronté à l'insécurité récurrente, ces provinces situées dans la partie orientale ont besoin d'un appui institutionnel pour la réussite du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire. À Ouattay, Isiro, Bouta Kisangani, l'idée d'un plan Marshall fait son chemin. Il va falloir mobiliser d'importantes ressources financières pour faire face aux besoins identifiés ça et là. La démarche ainsi amorcée vise à améliorer le climat des affaires, attirer des investisseurs pour lutter contre le chômage des jeunes. Revenons dans la capitale pour parler cette fois de la séance de travail sur la perspective de création de fonds de garantie de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. C'est la vice-première ministre du Plan, Élisée Mounembwe, qui a présidé ces travaux. Peggy Mukunda a couvert cet élément pour vous.
Après sa validation et son adoption de fonds de garantie pour le programme national de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, au cours de la 34e réunion du Conseil des ministres, il était temps pour les membres des parties prenantes, je cite, les ministères du Plan, les ministères des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat, la cellule des climats des affaires de la présidence, l'ANAPI et l'OPEC, de se réunir sous la présidence du vice-premier ministre, ministre du Plan Élisée Mounemboué. Ensemble, ils ont discuté sur la modalité de la mise en œuvre de ces fonds de garantie de l'entrepreneuriat en RDC. Une institution extrêmement importante qui va permettre à ce que le partage des risques en termes d'accès au financement des petites et moyennes entreprises et même de l'artisanat soit vraiment amplifié et que finalement on débouche à ce qu'on appelle la réduction éventuelle des taux d'intérêt en matière de crédit. Et nous en avons discuté abondamment et de toutes ces discussions, il résulte que nous nous sommes mis d'accord sur le véhicule financier qui va être mis en place et sur les différents principes qui vont être consacrés dans les décrets. Et dès après, nous pourrons discuter sur la phase opérationnelle. C'est fait, la République démocratique du Congo n'a plus à s'inquiéter car au Lualaba, une nouvelle usine de production industrielle du ciment et chaud a été inaugurée ce lundi 7 septembre 2020 par le ministre national de l'Industrie Julien Paluku. Un vaste projet qui va créer de l'emploi à court terme. L'entreprise Carilou du groupe de production Zijim a une capacité de produire 800 000 tonnes de ciment par an afin de stabiliser et satisfaire le marché local. Betty Amani. La visite de quelques industries et la possibilité de la relance de la cimenterie de Louboudi sont au centre de cette itinérance du patron de l'industrie dans le Grand Katanga. Aussitôt après son arrivée, le ministre de l'Industrie, accompagné du gouverneur, est allé présider la cérémonie du lancement de la production du ciment et de la chaux par le groupe chinois Xinjiang avec la société carrière de Lualaba, Carilou. Cette usine produit 800 000 tonnes de ciment et 400 000 tonnes de la chaux par an, 1000 emplois attendus, dont 400 déjà effectifs. Un motif de satisfaction du ministre de l'Industrie qui a promis l'accompagnement du gouvernement avec des allègements, car cette grande unité de production doit être protégée. Cette usine vient pallier au déficit en ciment observé depuis la fermeture de la cimenterie de Louboudi. Cette production du ciment va contribuer à booster l'économie, mais également à créer les emplois. C'est dans l'objectif de trouver des stratégies efficaces pour mettre fin à la fraude et la contrebande des produits pétroliers que se tiennent à Kinshasa des travaux de la commission sur la mise en place d'une structure permanente pour lutter contre ces fléaux. Janine Kalenga. Dès la sortie de son déploiement dans les Congo central, la mission initiée à l'issue des travaux préparatoires à la mise en place de la commission permanente de lutte contre la fraude et la contrebande des produits pétroliers a révélé que ce fléau revêt un caractère multiforme. Les fournisseurs de produits pétroliers sont dans plusieurs cas non détenteurs des titres appropriés, ce qui entraîne comme conséquence la hausse des prix des produits pétroliers proposés par des attitrés. Deuxième constat de la mission porte sur les emballages des produits pétroliers hors normes et les mauvaises conditions de stockage, ce qui constitue une menace permanente d'incendie et d'explosion. La commission qui tient à apporter des solutions efficaces contre ces fléaux s'est éclatée en deux sous-commissions, l'une pour faire l'état des lieux, pendant que l'autre prendra à son compte l'étude du cadre institutionnel par rapport à la régulation du commerce transfrontalier. Notons que les travaux de ces jours ont été lancés par le vice-ministre des Hydrocarbures au nom du ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Rubens Mikindo Mouhima. Après avoir encouragé les experts des travaux d'arrache-pied pour des solutions idoines, Moussa Mondo a laissé la supervision des discussions au directeur des cabinets Sabra Mpoyi du ministre d'État, ministre des Hydrocarbures.
Sous tutelle du ministre des Finances, l'autorité des régulations des contrôles des assurances ARCA était au cœur de la réforme des assurances en RDC. Le ministre a visité les locaux de cette structure et a donné des nouvelles orientations. Il était donc temps pour le ministre des Finances, Célé Yalagouli, de fixer de nouveaux objectifs à l'autorité des régulations et de contrôle des assurances ARCA en sigle. Au cours de la réunion avec le leadership de l'ARCA, entendu comme conseil d'administration, le ministre a été informé du niveau réel de la réforme du secteur des assurances depuis 2015 avec de nouveaux opérateurs sur le marché. Des défis, il y en a certainement. Le directeur général par intérim de l'autorité des régulations et de contrôle des assurances, Alain Kaninda, a étalé au ministre les 3 axes du plan stratégique pour une réforme réussie. Faire un travail de contrôle permanent au niveau des opérateurs. Nous avons engagé un programme de lutte contre l'illégalité pour décourager et éradiquer tous les aspects d'évasion de primes et également un travail important au niveau de la vulgarisation et de la sensibilisation. Le ministre des Finances, qui s'en tient aux réformes déjà engagées, salue le management de la direction de l'ARCA. Je tenais aussi à vous féliciter en commençant bien entendu par reconnaître le leadership du directeur général pour avoir enclenché cette machine. Vous savez, c'est toujours facile de commencer au sein d'une structure qui a toujours existé. Mais c'est extrêmement difficile de commencer une structure et de mettre cette structure sur l'orbite de telle manière qu'aujourd'hui, dans la ville, quand vous parlez de ARCA, tout le monde sait c'est quoi ARCA. Cette occasion a permis à l'Argentier national de visiter les bureaux de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances et de se faire expliquer les missions de chaque service. La conseillère du chef de l'État en charge de la jeunesse et de la lutte contre les violences faites à la femme a échangé tour à tour avec différentes délégations, d'abord avec les membres de la société grecque, ensuite avec les directeurs pays Stargate RDC. De quoi ont-ils parlé? La réponse dans ce reportage. Problématique sur le lancement de la création de l'emploi pour la jeunesse congolaise préoccupe au plus haut niveau l'attention de la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et de la lutte contre les violences faites à la femme, Chantal Yellow. Cela se justifie par l'échange qu'elle a accordé à la délégation de la société grecque représentée ici par M. Piche Chino. Le projet, c'est pour installer l'usine de fabrication de maisons préfabriquées qui va devoir permettre à ce que les jeunes puissent travailler et avoir du travail. Et aussi, nous allons nous lancer dans la formation professionnelle parce que nous voulons que le Congo puisse répondre au rendez-vous de la mondialisation. Dans une semaine, il y a possibilité de pouvoir déjà faire une maison de 50 mètres carrés, de 2 chambres, salon cuisine et salle de bain. Pour l'ensemble de la population, surtout pour nos fonctionnaires. Toujours dans la même journée, Chantal Yellow, conseillère spéciale du chef de l'État, a une fois de plus échangé avec les directeurs pays Stargate RDC. Ensemble, ils ont échangé sur la mise en place d'un projet Mboka 19, une solution dans le cadre du test rapide de la COVID-19 dans plus ou moins 15 minutes. Nous tenons à organiser des rencontres, des cercles pour informer aux gens comment se protéger et comment se faire dépister de manière personnelle. Chacun peut faire un dépistage lui-même à la maison et comment accéder à cette solution MOCA 19 pour le dépistage rapide de 15 minutes. Nous collaborons avec INRB qui est habilité à nous homologuer et c'est avec lui que nous avons les documents pour aller partout où nous pouvons. Mais avant de poursuivre ce journal, nous allons découvrir ensemble ce communiqué émanant du secrétariat général de l'enseignement primaire, secondaire et technique. En voici le libellé. Le secrétaire général à l'enseignement primaire, secondaire et technique demande aux veuves et orphelins des enseignants décédés au cours de carrière de se présenter à la direction des pensions et rentes de survie située dans l'enceinte du secrétariat général pour des formalités administratives les concernant. Il y a urgence faite à Kinshasa le 4 septembre 2020. Jean-Marie Mangombe Mongo. L'Église orthodoxe dit oui à la sensibilisation d'implantation du projet Jardin scolaire, 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Le ministre de l'Environnement a échangé avec les responsables de cette Église à ces sujets afin de réduire les effets liés au changement climatique.
Les ministres de l'Environnement et Développement durable Claude Nyamouga Bobazibou ne perdent aucune seconde pour bénéficier de l'adhésion de toutes les confessions religieuses afin d'impulser la volonté de réalisation du prestigieux projet du chef de l'État destiné à planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Dans la concession hellénique du boulevard du 30 juin, le ministre est reçu d'abord par le président de la communauté hellénique en République démocratique du Congo qui les conduira auprès de Monseigneur Nikiforos Mikradjaninitis, archevêque de Kinshasa et exarque d'Afrique centrale de l'Église orthodoxe. Le gouvernement et l'Église vont marcher main dans la main dans la protection de la planète parce que la RDC est le deuxième poumon écologique du monde et il ne faut pas perdre cette terre sujette à des difficultés climatiques aux conséquences fâcheuses. Comme Église orthodoxe, nous ne sommes pas indifférents de la nature, de l'environnement. Il y a plusieurs décennies, l'Église orthodoxe a toujours protégé la nature et de cette façon, nous allons nous impliquer aussi et participer à cette initiative. L'Église orthodoxe qui dispose déjà des médias confessionnels à Kinshasa, Kananga et Kolwezi va s'activer dans la sensibilisation. Cette tournée qui a commencé par l'Armée du Salut, l'Église du Christ au Congo, la Conférence épiscopale nationale du Congo a marqué ce 8 septembre 2020 l'Église orthodoxe. Merci beaucoup Lopez Kakouba pour ce commentaire. Spoliation de l'école du centre de santé et de l'église protestante de Kassangoulou. Nous sommes dans la province du Congo central. Les habitants de ces territoires plaident auprès des autorités compétentes pour mettre fin à ce problème. Un conflit foncier crée un désarroi entre le complexe scolaire Sebeko Yenge et un jeune chef coutumier, fruit de cet établissement scolaire protestant. Cette concession acquise en 1910 de la famille Chefal Simba est aujourd'hui spoliée sans merci par l'ancien élève se disant aujourd'hui chef coutumier. Selon le pasteur Emmanuel Kabani du district Sebeko Kassangoulou, la spoliation de cette concession entame la paix et la quiétude des élèves et des voisins de l'école, du centre de santé et de l'église qui ne peuvent pas évoluer sous les casses et démolitions des taudis en construction. L'église a acquis cette terre-là depuis 1910, ça fait 1 siècle et 10 ans, mais nous ne constatons ces derniers temps des gens, des tierces personnes que nous ne connaissons pas, qui viennent construire, vendre, et cela nous met dans une situation d'insécurité. Parce qu'il y a des élèves de l'internat, il y a des écoles, 4 directions scolaires, les centres de santé, les agents de l'État qui sont là, les fidèles, vous voyez, nous venons de culte, mais nous subissons une situation que nous ne comprenons pas. Nous nous référons maintenant aux autorités de notre pays. Nous demandons la paix et que la justice soit dite, surtout que nous sommes pendant la période où tout le monde prône l'état de droit. Nous voulons que la justice tranche. Les habitants de cette partie du territoire de Kassangoulou qui bénéficient du bienfait de l'école, de l'église et du centre de santé plaident auprès des autorités compétentes à mettre fin à cette sorte d'abus foncier pour que triomphe la paix, la sécurité et l'amour partagé entre les différentes communautés bénéficiaires. Judith Mankanda va désormais diriger la fédération UDPS Funa. Elle a été installée le week-end dernier par le secrétaire général de cette formation politique, Séraphin Umbaka Pepe. Les détails dans ce reportage de Nono Mantekou. C'est une campagne de grande envergure qui est lancée. Allez et faites en sorte que dans chaque parcelle du district de la Funa, qui est un membre de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. C'est en ces termes que le secrétaire général de l'UDPS Kibassa, Maître Séraphin Umbaka Pepe, a exhorté les nouveaux dirigeants de la fédération de la Funa installés ce dimanche 6 septembre 2020 dans la salle Thérésia à Bumbu. Nommée présidente fédérale de la Funa, Madame Judith Makanda a présenté à son tour à l'auguste assemblée les membres de l'équipe qui va l'accompagner, équipe composée de 14 personnes. L'installation de cette fédération constitue un nouveau départ et la reprise d'intenses activités du parti qui est déterminé à se redynamiser à la base, non seulement à Kinshasa, mais aussi et surtout se lancer à la conquête de l'ensemble du territoire national. En présence de plusieurs cadres du parti, des membres et partisans venus en très grand nombre,
Séraphin Umbaka Pepe a affiché clairement la détermination de sa formation politique à offrir une majorité confortable au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023 afin de briguer un deuxième mandat. Oui, qu'ils comprennent que la campagne électorale commence aujourd'hui. Ce n'est pas les 2 mois qu'on nous donne par la CENI qui constituent la campagne, la période de campagne. La vraie période de campagne, c'est celle qui commence aujourd'hui. Il faut se fidéliser et passer le vrai message à la base qu'elles comprennent que nous avons besoin de donner une majorité au chef de l'État pour qu'il travaille avec les mains libres. Le numéro 1 de l'IDPS Kibassa a également prêché à la base l'idéologie de l'IDPS basée sur la non-violence et la promotion de l'état des droits. La même opération de redynamisation du parti se poursuivra dans d'autres fédérations à Kinshasa et à l'intérieur du pays. On va se rendre tout de suite à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, pour parler cette fois de la sortie officielle de la fondation Richard Kazadi Mukombo Aboa. La cérémonie a coïncidé avec l'installation des membres du comité d'animation et du secrétariat général de cette ASBL. La sortie officielle de la fondation Richard Kazadi Kikomba Mukombo Aboa est intervenue à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, le week-end dernier, dans la salle Atomium. Des groupes folkloriques ont agrémenté la manifestation avant la présentation des membres du conseil d'administration, présidé par l'honorable Freddy Magendebine Kanfoua, ancien vice-président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Ce dernier a eu l'insigne honneur de présenter et d'investir les membres du secrétariat exécutif de la FR Kaka Mukombo Aboa. J'ai l'impérieux devoir de remercier de tout cœur notre autorité morale et fondateur de cette organisation, d'avoir commencé quelque part. Auparavant, les visionnaires de cette association sans but lucratif, Richard Kazadi Kikomba, avaient circonscrit les cadres de ce rassemblement devant quelques autorités traditionnelles des Kambov et de plusieurs autres invités qui ont encouragé cette vision. Nous devons être caractérisés par la générosité, qui est une expression naturelle de compassion pour toute personne poussée par le Seigneur Dieu Tout-Puissant et qui aurait le sentiment de laisser ses traces à la fondation. Seul l'amour, la bienfaisance et les sacrifices doivent spirituellement caractériser cette personne. La fondation Richard Kazadi Kikomba Mukombo Aboa s'assigne comme objectif l'assistance régulière aux nécessités, entre autres les femmes et les jeunes, avec les moyens du bord. Voilà qui explique la souscription séance tenante des biens en nature et en espèces par les volontaires, plus que déterminés à apporter leur pierre à cette nouvelle structure qui tire ses origines dans la province du Haut. Voilà, madame, monsieur, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. José Baïtombo va prendre la main à 22h pour la suite de l'actualité. D'ici là, soyez en paix. Au revoir.